Bien, bonjour et bienvenue dans ce webinaire qui a pour thème achats responsables et enjeux actuels, comment les réconcilier. Le webinaire sera présenté par Nathalie Paillon, directrice des études et des opérations de l'OPSAR et formatrice certifiée. La présentation durera environ 20 minutes et sera suivie par une dizaine de minutes pour répondre à vos questions. Durant cette présentation, vous pouvez poser vos questions avec l'outil chat conversation en bas de votre écran et je les formulerai à Nathalie Paillon à la fin de sa présentation. Si vous ne voyez pas correctement les slides projetés, vous pouvez utiliser l'option d'affichage en haut de votre écran afin de le régler. Et il est maintenant temps d'entrer dans le vif du sujet. Je laisse la parole à Nathalie Paillon. Merci Nicolas, bonjour à tous. Merci de votre présence pour cette conférence que j'espère positive parce que actuellement notre contexte n'est pas facile et nos pratiques d'achat peuvent véritablement favoriser des entreprises respectueuses de leurs salariés, de leur environnement et j'espère au cours de ces quelques minutes vous montrer quelques voies pour engager nos organisations vers plus de collaboration et de la création de valeurs positives. Donc, c'est vraiment ce que je vous propose pendant ces quelques minutes. Alors, évidemment, le contexte actuel est très complexe et aussi très anxiogène. On va passer rapidement sur le Covid, mais qui nous a plongé dans un environnement inconnu, même si ce qui est arrivé est identifié depuis des années par le Forum économique mondial de Davos comme un risque avec une probabilité assez haute de se produire. Et on ne s'est pas préparé. La guerre en Ukraine, vous le savez, a forcément des conséquences humaines impensables et entraîne déjà des difficultés d'approvisionnement sur les matières premières, notamment alimentaires. On va ajouter sur ces éléments le climat, qui malheureusement est un sujet hautement important. Depuis plusieurs années, les risques environnementaux ont émergé comme des menaces majeures. Et en 2020, encore une fois, le Forum économique mondial a positionné le climat dans le top 5 des risques identifiés, devant les risques d'ailleurs économiques, géopolitiques et technologiques. Donc, on est en train de vivre vraiment une évolution de notre contexte. Et on réalise de plus en plus que les changements climatiques, la perte de biodiversité créent en fait des risques concrets pour l'économie mondiale et pour la pérennité des entreprises. Et en conséquence de quoi, l'identification de ces risques tout au long de la chaîne de valeur deviennent pour les entreprises des conditions essentielles pour assurer leur pérennité. Et là, je vous ai mis une petite image du Rhin en octobre 2018, je ne sais pas si vous en rappelez, complètement à sec. Il est bien évident que l'arrêt, cet exemple, la sécheresse entraîne un arrêt de circulation de marchandises sur le Rhin et ça donne un exemple concret de la matérialité de ce que on va qualifier aujourd'hui de risques extra-financiers, mais qui deviennent vraiment des risques tout à fait opérationnels. Alors, dans ce contexte, évidemment, vous avez tous entendu parler du troisième rapport du GIEC qui nous donne 3 ans pour agir. Alors, c'est à la fois un petit peu angoissant, mais c'est aussi un espoir. Et donc, on doit aujourd'hui véritablement passer à l'action. Et donc, ce sont parmi quelques solutions d'action que je vais vous proposer. Après juste avoir fait un dernier petit détour vers évidemment peut-être une des conséquences aussi de notre maltraitance envers l'environnement, c'est que on maltraite de manière identique les hommes. Donc avec quelques exemples, tout le monde a entendu parler bien évidemment du Rana Plaza en 2013, mais actuellement, on pourrait parler des Ouïghours en Chine, et puis du développement des activités de recyclage des batteries en Inde. Voilà, donc on est aujourd'hui dans un système où finalement l'environnement et le social sont extrêmement liés. Et
eh bien, face aussi à une nouvelle génération qui dit clairement non, hein, les jeunes sont extrêmement impliqués, concernés, bien évidemment par la situation. Et donc, ça nous pose un défi global, je pense, évidemment pour nous, acteurs opérationnels dans les entreprises. Nous devons agir et c'est vraiment une évolution profonde de nos économies et de nos sociétés que l'on doit réaliser ensemble. Évidemment, pour atteindre la neutralité carbone, vous savez, on a des objectifs en 2050, mais il serait bon qu'on s'y attelle très, très, très rapidement. Et puis, évidemment, avec l'objectif, au-delà de ce carbone, de restaurer euh, une manière de faire, de concevoir notre économie totalement différemment. Alors, les achats ont un rôle très important à jouer dans l'entreprise, évidemment. Donc, le citoyen a un rôle très important, mais l'acheteur dans son organisation a un rôle aussi excessivement important et il peut le mener à travers ce que l'on appelle les achats responsables. Les achats responsables, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, maintenant depuis presque 15 ans. Et c'est quoi? C'est un achat à travers lequel on va chercher à diminuer les impacts négatifs. Alors, les impacts, c'est toutes les conséquences, à la fois en termes environnementaux, mais en termes aussi sociaux. Donc, on va essayer de limiter ces impacts négatifs et on va aller rechercher des impacts positifs via, par exemple, de l'innovation, des nouveaux modèles économiques. Et ceci, on va le rechercher sur toute la durée de vie du produit. Je vais vous donner des exemples. Et donc ça, ce type d'achat qui existe maintenant depuis, comme je vous le disais, quasiment 15 ans, a prouvé que ça a apporté de la performance en termes environnementaux, en termes sociaux, mais aussi en termes économiques, puisque en regardant la vie du produit sur l'ensemble de son cycle de vie, donc de sa vie, de l'extraction jusqu'à sa fin de vie, son déchet, mais on va se rendre compte qu'on va pouvoir optimiser ses dépenses et finalement créer également de la valeur. Alors, donc le webinaire est court et donc j'ai décidé de vous parler de deux aspects qui sont pour moi très importants et des clés en fait d'action absolument incroyables pour mettre en place les achats responsables. La première clé, c'est les achats circulaires. Alors, je ne vais pas vous décrire dans le détail, dans le menu détail, ce qu'est l'économie circulaire, mais le principe, c'est quoi? Aujourd'hui, notre monde est construit sur l'énergie, donc la mécanisation. Hein, vous savez bien, la démultiplication des forces grâce à l'utilisation de l'énergie. Et donc, grâce à cette énergie qui a été peu chère jusqu'à présent, eh bien, il était économiquement, on va dire, efficace de se déployer sur un modèle linéaire où on va puiser de la ressource gratuite, l'eau est gratuite, le bon air est gratuit, on va transformer ces ressources, on va ensuite les utiliser, les consommer, et nous sommes tous de gros consommateurs, et ensuite on va les jeter. Aujourd'hui, ce mode, évidemment, de consommation, mais aussi de production n'est plus possible. Et encore plus, on s'en rend compte avec l'augmentation très, très, très importante des coûts de l'énergie. Et donc, le modèle vers lequel il convient d'aller, c'est un modèle circulaire qui d'ailleurs s'inspire des cycles des écosystèmes de la nature, hein, puisque rien ne se crée, tout se transforme. Et donc, on doit veiller et tendre vers des modèles de développement économique qui s'inscrivent dans ce modèle d'économie circulaire où on va fabriquer, consommer et puis recycler pour que ces ressources puissent rentrer dans un nouveau cycle de fabrication.
Alors, sur ce sujet-là, donc, il commence à y avoir vraiment beaucoup d'exemples d'économie circulaire. Alors, je vais présenter trois slides, en fait, sur les trois grandes parties de cette économie circulaire. Et je vais commencer par la partie recyclage parce que c'est peut-être la plus facile à comprendre et la plus facile à mettre en œuvre lorsque je suis acheteur. Alors là, j'ai repris un projet qui a été mené par ADP, donc Aéroport de Paris, vraiment que je trouve assez exemplaire. Euh, et donc, en fait, il s'agit, en fait, donc, il y a quelques années, il y a 3-4 ans, le groupe a changé son identité visuelle, hein, donc son logo, et forcément, tous les vêtements professionnels qui étaient logotés avec leur ancien logo ont dû être changés. Et donc là, s'est posé la question de savoir quel type de projet pouvait être mené. Donc, il y avait deux solutions, en gros. Une solution facile où l'entreprise récupérait l'ensemble de ses vêtements et les mettait à brûler. Tout simplement, c'était le plus facile, le plus direct. Et puis une autre solution plus vertueuse qui correspondait mieux à leur ADN. Et donc, ça a été ce qui a fait l'objet véritablement d'un projet avec l'idée de pouvoir réutiliser au plus ces vêtements. Et donc, il y a eu un projet mené donc avec une équipe. Alors évidemment, ça a nécessité plus de temps déjà à gérer, bien évidemment, et aussi d'aller contacter des personnes et puis de générer, ça a généré évidemment des flux. Mais ces flux ont créé énormément de valeur. Alors, si je devais résumer en quelques mots ce projet, eh bien, quasiment 20 tonnes, un peu plus d'ailleurs, de 20 tonnes de vêtements ont été récupérés. Et donc, d'abord, il a fallu les trier. Une fois que ces vêtements ont été triés, donc, ils ont été traités en fonction comment on va dire, de la valeur que l'on pouvait retirer de ces vêtements. Donc, il y a une grande partie de ces vêtements qui ne pouvaient pas être réutilisés en tant que tels et qui ont été, en fait, vous voyez, effilochés et transformés en isolation. Donc ça représentait plus de 5 tonnes et ça a été fait grâce notamment à des structures de ESAT. Voilà. Une deuxième partie de ces vêtements qui pouvaient être réutilisés ont été réutilisés, c'est-à-dire qu'ils ont été déciblés, voilà, et ensuite ils ont été envoyés, notamment à Madagascar. Donc ça, moi, je trouve ça vraiment génial, hein. 4700 kilos de vêtements qui ont été réutilisés parce que pour des interventions pompiers, c'était des vêtements d'infirmiers. Donc, tout ça a pu être réutilisé localement et donc être très utile plutôt que d'être détruite. Troisième utilité et utilisation de ces vêtements, ça a été d'être upcyclé. L'upcycling, c'est quoi? C'est que je prends une matière et j'en crée une nouvelle. Je crée un nouveau produit avec cette matière. Et donc là, vous voyez, 3 tonnes de produits de vêtements ont été utilisés pour créer des sacs, voilà, à des visées marketing. Donc, grâce à cette opération, au final, seulement 120 kilos de vêtements n'ont pas pu être récupérés et ont été détruits. L'avantage de ce projet, de la bouche évidemment d'ADP, c'est bien évidemment d'avoir permis de réutiliser cette matière première pour en faire des nouveaux produits. Ça a été aussi de lier des contacts avec des EA, des ESAT, ce qui a permis de créer de l'activité dans ces structures. Ça a été bien évidemment d'aider des associations, notamment à Madagascar, et donc de pouvoir faire en sorte que finalement les produits ADP puissent être
utile à nouveau dans un nouveau cycle. Et puis, ça a permis de créer, de générer un projet d'entreprise qui a été très visible et qui a permis de donner du sens finalement aux salariés d'ADP, notamment pour les amener à amener leurs vêtements à la collecte. Donc, un projet très positif qui montre qu'au lieu de détruire du produit, des vêtements, on peut en refaire des choses très importantes et très intéressantes. Deuxième pilier sur lequel je souhaitais partager avec vous quelques idées, eh bien, c'est sur la partie consommation-utilisation. Alors là, les principes de l'économie circulaire amènent à un principe de privilégier l'usage et la propriété. Vous avez peut-être entendu ce terme qui est le terme officiel, c'est l'économie de la fonctionnalité. Donc l'idée, c'est de ne plus être propriétaire d'un produit, mais d'en être locataire, entre guillemets, d'en être utilisateur et de payer à l'utilisation de ce produit. Alors, on connaît tous l'autopartage. On a une voiture qui va être partagée entre plusieurs utilisateurs et on va payer que notre temps d'utilisation. Vous connaissez peut-être, à titre d'ailleurs personnel, le fonctionnement des cartouches et du service Instant Ink d'HP. Si vous avez chez vous une imprimante HP, vous payez un forfait mensuel en fonction du nombre de copies que vous imprimez par mois et HP s'occupe de vous envoyer les cartouches quand vous en avez besoin. Donc, plus besoin de courir dans un magasin en 4e vitesse parce que vous êtes à court de cartouches, ça ne vous arrive plus et vous payez exactement le volume que vous consommez. Alors, il y a d'autres, évidemment, initiatives qui se développent. Et donc là, on a beaucoup d'innovations. Deux, en fait, dont on a beaucoup parlé dans le passé. Alors, c'est Clarlight, qui a gagné énormément de prix, dont le principe était donc de pouvoir fournir de l'éclairage collectif, donc dans les collectivités, de l'éclairage public et ne payer que à la consommation, l'utilisation électrique. Voilà. Et l'autre exemple sur les pressings, où en fait le pressing est locataire de ses équipements et donc a beaucoup moins de charges fixes et donc peut développer des services beaucoup plus environnementaux, puisque évidemment dans ce type de service-là, on a à la fois le principe de l'utilisation, donc on paye à l'utilisation, mais évidemment un aspect environnemental qui est associé, qui permet de limiter le nombre, par exemple, de ressources utilisées ou d'optimiser les ressources, l'énergie optimisée, et dans le cadre, par exemple, du pricing des produits utilisés. Donc, les exemples d'économie de fonctionnalité se développent de plus en plus et l'acheteur peut se donner comme mission de questionner et solliciter ses fournisseurs pour de nouveaux services orientés vraiment usage plutôt que propriété. Donc là, l'acheteur est vraiment aux premières loges pour pouvoir solliciter son marché fournisseur. Dernier exemple sur la partie fabrication, parce que ça, c'est très important. 3 exemples où là, l'acheteur, en fait, est peut-être un tout petit peu moins force de proposition, mais dès lors que l'acheteur va solliciter son fournisseur sur des produits plus respectueux en termes environnementaux, eh bien, cette requête vers son fournisseur va amener le fournisseur à réfléchir à des produits éco-conçus. Et donc là, vous en avez 3 que vous connaissez sûrement.
Donc, je vais commencer par le colis e-pli. On en parle beaucoup. C'était vraiment une très, très grande innovation. Un colis qui est conçu avec d'ailleurs énormément de parties prenantes pour pouvoir être véritablement efficace et être réutilisé 100 fois. Donc, évidemment, ça a amené beaucoup d'éco-conception, à regarder évidemment la matière du colis, mais également la manière et les cols utilisés pour les étiquettes que l'on va poser sur le colis. Ça a amené des réflexions sur la sécurisation du colis, comment assurer que lors de la livraison 23, le colis ne soit pas ouvert alors qu'il a déjà été ouvert 22 fois. Donc, tout ça, ça a amené vraiment une grande analyse de ce qu'il fallait développer. Et donc, aujourd'hui, un colis qui est vraiment reconnu et qui est de plus en plus utilisé et qui a remporté de nombreux prix. Deuxième exemple aussi très connu d'ailleurs, hein, qui est aussi connu sur le volet économie de la fonctionnalité, c'est Michelin, avec une démarche qui là est vraiment très très proche, qui est vraiment dans leur ADN, hein, de rechercher un pneu qui soit eh bien, à terme conçu avec le plus de matériaux durables, de matériaux biosourcés, recyclés. Évidemment, alors ça va se faire dans le temps. Une démarche aussi qui couvre l'aspect fabrication avec des actions sur les usines Michelin avec des améliorations qui permettent de prélever par exemple moins d'eau dans l'environnement pour fabriquer les pneus. C'est aussi une démarche sur la partie logistique parce que bien évidemment les pneus c'est lourd. Il y a quelques usines dans le monde, donc le volet logistique est très important, transport des produits. Donc là aussi, de la recherche pour limiter les émissions carbone sur la partie transport. Une démarche qui s'adresse aussi à la partie usage parce que dans la phase d'usage, c'est là où on a le plus d'impact environnemental. Donc vraiment, et je vous invite à aller voir, aller regarder le site Michelin pour aller regarder l'ensemble des actions qui ont été mises en œuvre et qui continuent à être mises en œuvre hein, par Michelin pour améliorer finalement l'impact environnemental de leur produit phare qui est le pneu. Et puis, dernier exemple, parce que le temps file, c'est Decathlon qui en fait a mis en place une démarche qui est là est assez différente, je dirais, de celle de Michelin, puisque eux, ils se fixent un objectif pour chaque produit et finalement d'une collection à l'autre. Et donc d'une collection à l'autre, d'un produit, donc d'un nouveau produit, le nouveau produit doit être meilleur que le précédent. Et ils ont mis en place un indicateur sur notamment l'empreinte environnementale sur le changement climatique ou l'épuisement des ressources. Vous voyez, donc eux, ils ont mis en place quelques critères et donc l'équipe de développement de produits, lorsqu'ils pensent à un nouveau produit, nouvelle édition d'un même sac, par exemple, eh bien, ce sac doit améliorer le bilan environnemental sur 2 ou 3 critères qui ont été définis par avance. Donc, voilà quelques exemples. Et là, l'acheteur, quel est son rôle? Eh bien, donc, ça va être bien évidemment de choisir des produits éco-conçus qui vont lui permettre de limiter ses impacts environnementaux. Alors, dernier point, parce qui nous permet quand même de trouver du sens à notre action, c'est bien évidemment le choix de notre fournisseur. Et donc là, évidemment, hein, on pourrait dire plein de choses, hein, si on veut parler des achats responsables pendant des heures. Je voulais juste vous faire juste parler de la plateforme de l'inclusion, parce que c'est un service qui est gratuit. C'est une plateforme gratuite, donc à travers laquelle vous allez pouvoir trouver toutes les structures qui permettent en fait d'avoir un impact social fort dans vos achats.
C'est une démarche qui a été menée par, le développement de cette plateforme a été mené par un service de l'État qui a permis de développer donc cette plateforme et sur laquelle aujourd'hui on va trouver tous les acteurs, qui soient EA, ESA, donc entreprise adaptée travail temporaire, toutes les structures de l'insertion par l'activité économique, donc les SIAE. Vous allez donc trouver toutes les structures qui ont un aspect social à faire valoir. Et là, dans ce domaine-là, vous allez pouvoir trouver énormément d'entreprises très innovantes qui sont à votre service la plupart du temps, qui sont prêtes vraiment à répondre à tous vos besoins particuliers et qui vont y répondre à la fois sur le volet environnemental et donc, comme je le disais, sur le volet social. Et donc là, voilà, j'ai juste mis deux exemples hein, sur ce slide-là qui me paraissent très, très importants, intéressants, on va dire. Sur la droite, une plateforme qui a été créée donc il y a maintenant 2 ans, si je ne me trompe pas, par la SNCF et donc une structure ESAT qui est All-in et qui a permis en fait de créer finalement sur la base d'un besoin aussi interne à la SNCF qui renouvelait tout son parc informatique, et bien de créer un service aujourd'hui accessible à toutes les entreprises qui permet de vous assurer une reprise de votre matériel informatique et surtout une réutilisation au mieux, c'est-à-dire que les matériels récupérés vont aller vont être réparés et donc vont être lorsqu'ils le peuvent mis dans une filière de réemploi. Donc, sur la plateforme All-in directement ou bien revendu à travers le back market, par exemple. Et puis, le reste donné, évidemment, à des associations ou bien encore, ce qui peut absolument pas être réutilisé, envoyé vers des filières de recyclage et là, pour le coup, de manière totalement sécurisée. Avec l'avantage pour cette démarche de numérique engagé, pour un numérique engagé, qu'il y a aussi à la clé un support à des associations locales. Et donc, ça permet à la fois de créer des emplois et de soutenir des associations. Et dernier projet, c'est le projet Résilience, donc là qui a permis en fait de créer un service on va dire, qui s'est lancé comme ça en quelques semaines de fabrication de masques lorsqu'on en avait besoin et lorsqu'il y avait pénurie totale de masques, donc début 2020. Et donc là, ça a été possible parce que ces structures de l'insertion ou du secteur du handicap ont cette capacité, en fait, eh bien, de se réunir avec beaucoup moins de contraintes que des entreprises privées et sont capables de pouvoir répondre à des projets tout à fait comment on va dire, individualisés et innovants. Voilà. Donc, les achats responsables permettent d'avoir des impacts positifs à la fois environnemental, on l'a vu à travers donc la mise en place par exemple de l'économie circulaire, donc des achats circulaires, au niveau social, comme on vient de le voir. Et évidemment, tout ça, ça a un impact aussi au niveau économique lorsqu'on va réfléchir en coût global, coût du cycle de vie. Et c'est aussi ce qu'a montré le projet ADP, dont je vous ai présenté quelques chiffres tout à l'heure, parce que c'est vrai que pour l'entreprise ADP, eh ben, ce projet a nécessité de la ressource supplémentaire, mais en fait, en termes de valeur ajoutée et d'impact créé, eh bien, finalement, ce projet-là a été beaucoup plus intéressant et beaucoup plus bénéfique que si simplement les vêtements avaient été envoyés à la destruction. Donc voilà, tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que compte tenu du contexte, les achats responsables sont vraiment, vraiment une réponse utile aux enjeux actuels et que c'est vraiment, on a aujourd'hui tous les moyens d'agir ensemble et qu'à travers quelques principes simples, on est en capacité complètement de le faire.
Voilà, j'ai fini. Alors, merci beaucoup Nathalie, merci pour cette présentation riche en enseignement. Alors effectivement, ce sujet intéresse parce qu'on a reçu pas mal de questions, mais vous pouvez bien évidemment continuer à en poser via le chat et Nathalie y répondra avec plaisir. Alors, j'enchaîne avec une première question. C'était sur le projet vêtements ADP. Est-ce que alors, peut-être que tu connais la réponse. Est-ce que les acheteurs ADP ont rencontré des difficultés en interne pour mettre en place ce nouveau système de gestion de fin de vie? Alors oui, évidemment. Évidemment, ce qui a été difficile, notamment, ça a été toute la partie collecte, pour être honnête, pour récupérer les 20 tonnes de vêtements qui étaient enfin, qui étaient dans les mains des salariés. Voilà, ça a été compliqué. Et c'est vrai que l'adhésion de chaque salarié, chaque collaborateur à ce projet a été un point clé, un point difficile. Mhm, mhm. Après, opérationnellement, évidemment, il a fallu organiser l'ensemble de ces flux, mais la grosse difficulté, et c'est vrai que c'est la même chose quand si vous gérez un petit peu des déchets, que vous êtes intéressé à ce sujet-là, une des plus grosses difficultés, c'est la collecte. Comment est-ce qu'on récupère l'ensemble des flux? Parce qu'on a besoin de ce volume-là pour pouvoir organiser derrière des filières avec des volumes intéressants. D'accord, merci beaucoup Nathalie pour cette réponse. Alors, j'enchaîne avec une réflexion et une question. Des voix s'élèvent contre l'envoi de vêtements en Afrique car cela détruit l'économie locale de production de tissus, vêtements. Qu'en pensez-vous? Est-ce que tu veux que je répète cette question? Euh, oui, pardon. Alors, des voix s'élèvent contre Oui. l'envoi de vêtements en Afrique car cela détruit l'économie locale de production de tissus. Qu'en pensez-vous? Alors, alors c'est sûrement vrai dans un certain, enfin, dans une certaine mesure. Euh, En même temps, je dirais que là, typiquement, moi, je discute pas le choix d'envoyer d'envoyer les vêtements à Madagascar. Si c'est en fait une des questions, je pense que le sujet a été choisi. Il faut que, enfin, je vais y arriver, pardon. Le choix de l'envoi du flux de vêtements, je pense d'abord, il est contextuel à un instant T. Vous voyez. Euh, Après, je sais pas s'il s'agit, par exemple, de la question du recyclage, d'envoyer tous nos vêtements en Afrique sur les filières de recyclage. Là, oui, je crois que c'est un problème, mais c'est un problème général de la gestion des déchets. Voilà. Après, est-ce que, dans toute décision, je pense qu'il faut, voilà, il faut regarder les impacts de nos actions. Voilà. Alors, effectivement, c'est une question qui était un petit peu difficile parce que tout dépend du contexte et puis une réponse générale est difficile à formuler. Alors, j'enchaîne avec une autre question. Est-ce que vous auriez, s'il vous plaît, des exemples de projets de partenariat mis en œuvre avec des agriculteurs locaux ou en faveur de l'agriculture locale? Des projets de partenariat. À l'étranger ou Des exemples de projets de partenariat mis en œuvre avec des agriculteurs locaux. Alors là aussi, c'est un petit peu complexe parce que c'est alors trop précis. non, mais bien sûr. Alors là, il y en a plein, hein. Il y en a plein. Moi, je dirais Carrefour fait des choses très connues, notamment sur la partie pêche. Alors c'est pas l'agriculture, c'est de la pêche. Sur l'agriculture, je connais moins. Euh, Ça concerne là plutôt d'ailleurs les enseignes, la grande distribution, que moi je connais pas bien personnellement, mais pour le coup, là il y a beaucoup de choses qui se font. Et puis aussi sur les collectivités mettent en place aussi sur les volets restauration des
des accords avec des agriculteurs locaux. Donc oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font au niveau de l'agriculture. C'est d'ailleurs un des sujets clés hein, face au changement climatique. On sait que l'agriculture va être au-delà d'ailleurs de l'alimentation, hein, va être un des piliers essentiels pour, pour, euh, euh, comment on va dire, pour neutraliser les émissions carbone. Alors, j'ai une autre question. Comment concilier achat responsable et la problématique de hausse des prix? Alors, eh bien, là, la conciliation, elle vient par deux choses. D'abord, on considère les coûts globalement. Hein, donc, vraiment, on est dans une optique de coût du cycle de vie. Donc, il faut intégrer donc, le produit jusqu'à la fin de vie. Donc, intégrer, par exemple, les coûts, les ventes d'ailleurs, hein, les chiffres d'affaires que l'on peut mener, que l'on peut gagner grâce à, par exemple, à la vente des produits hein, lorsqu'on est en fin de consommation. Mais il est clair qu'aujourd'hui, la hausse des produits, la hausse du prix des produits nous amène à un sujet dont je n'ai absolument pas parlé, parce que je ne pouvais pas parler de tout, mais qui est de la sobriété, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est essentiel de consommer moins. Donc, bien évidemment que quand j'ai un budget restreint, j'applique les mêmes choses professionnellement que personnellement. Quand j'ai un budget restreint et que les prix augmentent, eh bien, je dois faire des meilleurs achats. Et donc, meilleurs achats, c'est que je vais éviter tout ce que je ne… je vais acheter moins, c'est-à-dire je vais acheter que ce dont j'ai vraiment besoin. Et je vais réfléchir finalement à, aux produits que je vais acheter qui me durent le plus longtemps possible. Voilà. Donc, en fait, je dois appliquer aujourd'hui, dans ce contexte actuel de hausse de matières premières et hausse des prix de toutes les matières d'ailleurs, donc de tous les produits, et ben cette idée que je dois acheter moins parce que j'ai pas beaucoup d'autres solutions pour un budget défini. Et surtout, je dois réfléchir donc cycle de vie et choisir un produit qui va me durer plus longtemps. Je vais réparer. Là aussi, j'en ai pas parlé, mais on a beaucoup d'exemples et de plus en plus d'augmentation de la durée de vie des produits. Ça, c'est essentiel aujourd'hui. Et un produit, typiquement, je prends par exemple le PC, souvent on va les changer tous les 3 ans. Pourquoi? Parce que c'est la durée d'amortissement. Or, au bout de 3 ans, le PC, on peut encore l'utiliser. Donc, si je l'utilise sur 4 ans, je le garde sur 4 ans, sur 5 ans, il est bien évident que j'ai évité de la dépense. Donc, il faut penser économe, je dirais. Voilà. Une nouvelle manière de penser, peut-être. Alors effectivement, ça reboucle sur intervention qu'on a eue sur le chat qui, évoquait, la sobriété. Donc oui, de la sobriété, le meilleur achat n'est-il pas celui qui ne se fait pas? Donc ça répond en partie effectivement, à ce que vous venez de dire Complètement, Nathalie. bien Voilà, sûr. Alors, voilà, en 20 minutes, et encore, j'ai duré 15-30 minutes, hein, donc j'ai dépassé. C'est impossible de traiter tous les sujets. bien sûr. Voilà. Et donc, l'idée, c'était de montrer des exemples sur l'économie circulaire. Mais c'est vrai que la première question et le point de départ des achats responsables, c'est en effet ça, c'est de ne consommer que ce dont j'ai véritablement besoin et de consommer moins. Alors, il y a aussi ça et je me permets de reboucler, effectivement, il y a cet aspect important et il y avait une remarque qui était: «Quid de la phase amont pour les vêtements de sécurité?» C'est-à-dire la prescription, la durée d'utilisation, l'intégration de la seconde vie dans les specs, c'est-à-dire la réflexion en amont aussi. Alors, là, encore une fois, il y a deux choses. C'est en effet qui est essentiel et tout est dans l'analyse du besoin. Donc, diminuer le besoin, donc sobriété. Et deuxièmement, questionner en effet le besoin et pour optimiser les spécifications. Alors, le truc principal quand même, le point principal et particulier, je dirais, sur les EPI, si la question est liée à l'EPI,
on a quand même des possibilités qui sont réduites par rapport à un vêtement de travail normal. Pourquoi? Parce qu'on doit respecter des normes de sécurité. D'accord? Donc, bien évidemment que dans tous les cas, il faut respécifier le besoin pour adapter évidemment le niveau de qualité que je demande à mon fournisseur en fonction de ce dont j'ai réellement besoin. Je dois optimiser, éco-concevoir, etc. Mais il y a dans des cas très particuliers des limites. Voilà. Et moi, je dirais autre chose ensuite, c'est que le temps du fournisseur, mettez-le sur, mettez-le et le vôtre aussi sur les choses qui sont les plus importantes, qui vont avoir le plus d'impact. Donc, si par exemple je travaille sur tous les vêtements professionnels, bien je regarderai qu'est-ce qui occupe le plus de volume, quels sont voilà, les vêtements qui constituent le plus gros volume, et je vais travailler en priorité sur ces vêtements-là, et vraisemblablement que ce seront des vêtements sans trop de contraintes spécifiques au niveau notamment de la sécurité. Et donc, voilà, là où je pourrais avoir aussi de l'influence et je pourrais avoir de la liberté pour pouvoir agir sur la conception, par exemple, du vêtement. Alors que sur un EPI, ça va être beaucoup plus compliqué. Alors merci, Nathalie, donc pour ces réponses, précises. Effectivement, malheureusement, donc le temps qui nous était imparti est déjà écoulé. Nous arrivons au terme de ce webinaire, donc on serait bien, on serait bien resté, pardon, ensemble pour continuer à échanger, mais rassurez-vous, donc le webinaire a été enregistré. Il sera disponible dans la journée sur parcourscroisé.com. Alors je vous invite également à rejoindre les groupes de discussion dédiés aux achats sur Parcours Croisé, afin d'interagir avec vos pairs et retrouver de nombreux articles déjà publiés par nos auteurs. Et n'hésitez pas à liker, commenter, afin d'enrichir les débats. Je vous remercie encore d'avoir été nombreux à suivre ce webinaire. Je remercie Nathalie Paillon pour sa présentation et à bientôt. N'oubliez pas, les échanges se poursuivent sur Parcours Croisé. À très bientôt. Merci à tous.